Il est 13h et bientôt 4 minutes. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Pardon pour ces quelques petites minutes de retard. Ces actions en faveur des populations, plus particulièrement des femmes et des enfants, ont été reconnues à leur juste valeur. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été élevée hier au grade de grand officier dans l'ordre national par la grande chancelière en présence du chef de l'État. C'est à suivre en tout début de journal. Le Fonds monétaire international a présenté son rapport semi-annuel d'octobre 2022 des perspectives économiques régionales Afrique subsaharienne. Un rapport qui déplore l'environnement économique actuellement éprouvé par quelques bouleversements à travers le monde. C'était en présence des ministres de l'économie et du budget. Au Burkina Faso, le président de la transition a annoncé qu'une tentative de coup d'État a visé son pouvoir la semaine dernière. Lundi dernier, des centaines de personnes avaient manifesté dans la capitale pour également dénoncer une tentative de déstabilisation du régime en place. Elles s'étaient réunies à la place de la nation pour apporter leur soutien au président de la transition. Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, élevée à la dignité de grand officier de l'ordre national le jeudi 1er décembre pour service rendu à la nation et son engagement humanitaire depuis plus de 20 ans. Dominique Ouattara salue, elle salue donc et remercie tous les acteurs majeurs qui se sont engagés à ses côtés et qui ont accompagné ses actions durant toutes ces années. Le reportage de Viviane Haïm. 42 ans d'action humanitaire, presque une vie entière. Au départ, en 1980, comme simple bénévole qui vient en aide aux enfants de la rue dans la commune du Plateau. Puis, en 1994, comme initiatrice d'un centre d'accueil baptisé la Case des enfants, qui héberge et s'occupe des enfants de la rue et des orphelins. En 1998, comme fondatrice de la Fondation humanitaire Children of Africa, qui œuvre pour l'épanouissement de l'enfant au plan social, sanitaire et éducatif. Depuis 2011, comme présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et l'exploitation des enfants, initiatrice depuis 2012 d'un fonds de microcrédit qui permet aux femmes ivoiriennes qui ne peuvent accéder à un prêt dans les structures bancaires traditionnelles de pouvoir bénéficier d'un crédit remboursable sans intérêt pour leur permettre d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Bâtisseuse d'un hôpital moderne dédié aux soins de la mère et de l'enfant. Bâtisseuse de centres d'accueil et d'apprentissage pour enfants victimes de traite et d'exploitation. De centres d'accueil et d'apprentissage pour enfants en conflit avec la loi. Bâtisseuse de lycées de classe exceptionnelle dans la très peuplée commune d'Abobo. La liste des actions initiées est longue. Aussi, ce jeudi 1er décembre 2022, la nation ivoirienne a décidé d'honorer à son tour son illustre fille, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et lui dire merci pour tant de dévouement et d'altruisme. La cérémonie de distinction a drainé du monde, au premier rang son époux et plus fidèle soutien, le président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs témoignages d'heureux bénéficiaires de ces actions, ou encore de proches, sont venus révéler des aspects peu connus de cette passionnée d'humanitaire. Grâce à vous, chère maman, vos enfants de la case sont devenus des adultes responsables. Éric Bacon est en Chine et prépare un doctorat en génie biomédical. Un autre, Nguesson Éric Kwame, notre dévancier, est professeur de menuiserie au Centre de formation professionnelle d'Azopé depuis plusieurs années. Gbane Badaoudou a un diplôme d'ingénieur en comptabilité financière et audit. Claver Ngoran a une licence en électrotechnique. Et Cécile Frey-Zawi est étudiante à l'INGS pour être professeure de sport. La liste est longue, aussi je ne peux tous les citer. Mais sachez que, grâce à vous, nous avons un avenir radieux désormais. Aujourd'hui, je raconte mon histoire, mais je raconte l'histoire de beaucoup de femmes de la Côte d'Ivoire qui, grâce au prêt FAFSI, aujourd'hui sont indépendantes financièrement, arrivent à s'occuper de leur famille, subvenir à leurs besoins. Des mamans qui étaient dans des situations difficiles, mais aujourd'hui sont une fierté dans leur communauté, grâce à leurs activités. Aujourd'hui, maman Dominique Ouattara,
je voudrais vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je réfléchis parfois, je me dis sans vous, qu'est-ce que j'allais devenir parce que ce n'était pas facile. Sans emploi, on ne peut pas toujours tendre la main. Mais aujourd'hui, j'arrive à subvenir à mes besoins, aux besoins de mes petits frères, et maman est fière de moi. Merci, Papa Ado. Parce que si maman Dominique Ouattara arrive à poser autant d'actions, nous savons que vous êtes le pilier et que vous la soutenez. Est-ce trahir un secret que de dévoiler qu'à un certain moment de votre vie, cher Dominique, votre goût des autres était tel que vous rêviez d'embrasser une carrière ecclésiastique, c'est-à-dire devenir religieuse. Si votre vœu n'a pas été exaucé par Dieu, le Tout-Puissant vous a quand même entendu, puisqu'il vous a fait don d'un cœur intelligent. Un cœur intelligent, le roi Salomon suppliait l'Éternel de lui accorder ce cœur-là. Mais quelle chance vous avez, ma chère Dominique, vous en êtes dotée. Et là, vous avez une arme redoutable pour agir utilement. Pour nous, vous appartenez incontestablement à la lignée des reines du cœur. La cause est entendue. Voulant vous consacrer davantage à cette cause qui vous tient tant à cœur, vous avez cru bien de créer en 1998 une fondation dénommée Children of Africa. Personne n'en doute, vous êtes profondément engagé dans le combat pour l'épanouissement de la femme, pour son accomplissement, sans être pour autant une féministe invétérée. Sans doute fallait-il ces qualités combinées pour opérer cette alchimie avec un époux au destin tellement singulier. Ayant pratiqué le couple, je puis affirmer qu'Alassane et Dominique vivent un amour fusionnel depuis qu'ils se sont mariés. Au nom de tous vos invités, de tous vos amis ici présents, je voudrais vous dire notre joie infinie de vous voir honorés d'une façon si éclatante par la nation. Honneur à vous, Dominique. Rappelant pour sa part le grand mérite de l'impétrante et les innombrables services rendus à la nation, la grande chancelière de l'Ordre national lui a décerné au nom du président de la République, qui est intervenu à sa suite, une haute distinction honorifique. C'est une femme qui mérite d'être admirée. Elle a toujours employé son énergie à essayer d'atténuer la souffrance des orphelins, des enfants de la rue, des enfants travailleurs. Elle a toujours voulu aider les femmes à être plus autonomes et plus fortes dans la société. Elle le confirme en affirmant, et je cite, « Dès qu'un enfant avait un problème, j'étais là pour l'aider. » La fibre humanitaire, on l'a ou on ne l'a pas. Fin de citation. Oui, cher Dominique Ouattara, vous avez mérité que la nation vous remercie et reconnaisse vos bienfaits envers elle et vos mérites. Épouse Alassane Dramane Ouattara. Première dame de Côte d'Ivoire, au nom du peuple de Côte d'Ivoire, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, et au nom de Madame la Grande Chancelière, nous nous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national. C'est avec un bonheur visible que la première dame Dominique Ouattara a accueilli cette insigne marque de reconnaissance nationale. Cette distinction
Je voudrais la dédier à mon cher époux, le président Alassane Ouattara, qui m'a toujours soutenu dans l'accomplissement de mes projets et de mes actions humanitaires. Mon chéri, je te remercie du fond du cœur d'avoir cru dès le départ en mon engagement et de m'avoir soutenu durant toutes ces années. Tu as grandement contribué à ce que j'assume pleinement mon rôle, tout d'abord de présidente de la Fondation Children of Africa, puis de première dame de Côte d'Ivoire à tes côtés. Je voudrais te dire que je t'aime et que je suis fière d'être ton épouse. Pose photo pour immortaliser cet événement avec son époux, avec ses nombreux invités. Ce sacre qui vient consacrer des décennies d'efforts au service de ses semblables ne sera certainement pas le dernier. La récipiendaire a annoncé vouloir aller de l'avant et s'investir encore plus. Un reportage signé Viviane Haïm. Eux sont une vingtaine d'hommes, de jeunes hommes et de jeunes femmes qui viennent d'obtenir leur diplôme de master professionnel en management de grands projets. Un diplôme obtenu à l'INPHB, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Ces désormais ingénieurs en travaux publics ont reçu cette semaine leur parchemin des mains du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Le témoignage de Mamadou Kouassi. Pour cette troisième promotion, ils sont 23 jeunes filles et hommes qui font leur entrée dans le monde de l'emploi, précisément celui des travaux publics. Pendant 18 mois, ils ont été formés au management des grands travaux de construction. Une formation faite dans le prestigieux Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ce que les Ivoiriens peuvent attendre de nous, c'est que des jeunes ingénieurs sont formés pour la conduite des projets. La Côte d'Ivoire peut compter sur les 23 auditeurs qui sont sortis pour contribuer à son développement. L'accès à ce master professionnel requiert des critères très pointueux. Avoir un diplôme Bac plus 5, c'est-à-dire un master ou un diplôme d'ingénieur. Ensuite, bien entendu, être de différentes nationalités. Et puis également, nous recrutons sur la base d'un concours, donc sélection des dossiers d'abord, suivi d'un entretien qui est réalisé par des professionnels et des enseignants de métier. L'initiative de cette formation est de PFO Construction, une entreprise de BTP. Cette formation permet au secteur du BTP de se créer un réel vivier de managers compétents pour gérer des projets de plus en plus complexes et structurants. Après 3 promotions, nous avons formé 68 étudiants et généré 43 emplois chez PFO Construction. Parrain de cette troisième promotion, le ministre Amédée Kofi Kwaku a exhorté ses filleuls à l'abnégation et surtout au sérieux dans le travail afin de contribuer à la construction de la Côte d'Ivoire moderne. La vision du président Alassane Ouattara, elle est grande, elle est claire. Et il nous faut des ingénieurs de qualité, des techniciens de qualité. Donc déjà, il faut qu'ils se concentrent sur le travail qu'ils ont à faire, parce que c'est un métier qui est extrêmement difficile. Quand on construit des projets comme le pont de Cocody, comme le 4e pont, qui sont des ouvrages d'une certaine envergure, avec la tour F qui est en train d'être construite, ce sont à plus de 200-300 mètres de hauteur. Donc il nous faut des techniciens d'un certain calibre. Et nous sommes très heureux que des jeunes Ivoiriens se soient engagés sur ce chemin. Le master professionnel en management des grands travaux de construction est le fruit d'un partenariat entre l'INPHB et le groupe PFO. On en vient maintenant à cette présentation de rapport par le Fonds monétaire international. L'institution a présenté cette semaine son rapport semi-annuel d'octobre 2022 des perspectives économiques régionales. Dans le document, il est fait mention de certains bouleversements susceptibles de maintenir la croissance économique de la sous-région à 3,7% en 2023, une situation face à laquelle des propositions ont été faites pour la Côte d'Ivoire. On retrouve Mamadou Kouassi. La Côte d'Ivoire, sortie de la liste des pays fragiles établie par le Fonds monétaire international FMI. C'est ce qui ressort du rapport semi-annuel de cette institution financière. La mission de l'ONU pour le maintien de la paix en Côte d'Ivoire s'est achevée en 2017 et généralement
au bout de 2 ou 3 ans, les pays sortent de cette liste avec d'autres, bien sûr, conditions d'amélioration de la situation. Et avec la pandémie, la Côte d'Ivoire, ce rapport n'avait pas été mis à jour en 2020 et donc ça a pris un peu plus de temps. Ce rapport fait cas également des bouleversements économiques créés par plusieurs facteurs, dont la crise russo-ukrainienne. Des situations qui pourraient impacter la croissance économique des pays de l'Afrique subsaharienne. L'Afrique a été, comme le reste du monde, secouée par plusieurs chocs qui font qu'aujourd'hui, les décideurs doivent faire des choix difficiles pour notamment endiguer les impacts de la crise sur la sécurité alimentaire, sur les finances publiques et en même temps recommencer le sentier de la croissance avec des investissements assez conséquents pour répondre aux besoins de développement. Au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, nous réagissons très bien. Nous avons développé une capacité de résilience qui fait que nous gérons très bien ces différentes crises. Des propositions sont faites en vue d'améliorer la croissance économique de nos pays. Il est important de progressivement retirer les mesures d'accompagnement, notamment les subventions aux produits pétroliers ainsi que sur les produits alimentaires progressivement afin de permettre aux États de faire des transferts plus ciblés pour protéger les couches sociales les plus vulnérables. Des propositions qui rencontrent l'assentiment des autorités ivoiriennes qui mettent un accent particulier sur la croissance verte. En lien justement avec ce qui se passe à l'international, il faut que nous puissions intégrer désormais dans tout notre travail les questions liées au changement climatique. C'est ce qui va permettre d'avoir une croissance économique durable et soutenable dans le temps. Le rapport semi-annuel octobre 2022 du FMI porte sur des études économiques et financières sur les perspectives économiques et régionales de l'Afrique subsaharienne. On part maintenant assister à cet atelier sur les ressources halieutiques, atelier de partage des résultats sur les enjeux socio-économiques des petits pélagiques en Côte d'Ivoire et l'élaboration des notes de politique publique. Une initiative du CRO, le Centre de recherche océanologique, avec la collaboration du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Reportage Evelyne Yeboué dans un commentaire de Didier Nguessan. Contribuer à améliorer les ressources halieutiques, notamment les espèces de petits pélagiques en Côte d'Ivoire, c'est la vision du Centre de recherche océanologique à travers cette rencontre. Après les recherches sur les pêcheries de petits pélagiques, ces chercheurs restituent les résultats obtenus en vue de la rédaction de notes de politique publique relativement à la consommation, l'approvisionnement, l'accessibilité de ces poissons en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est très bien drainée. Normalement, nous ne devons pas importer du poisson parce qu'il y a l'aquaculture qui est déjà très bien développée ici. On a les ressources pélagiques aussi, compte tenu de l'Apwelling, des 2 saisons de l'Apwelling en Côte d'Ivoire. Cette ressource pélagique est vraiment très bien débarquée au niveau de la Côte d'Ivoire, surtout sur les débarcadères de Sassandra, les débarcadères de Jacquesville, les débarcadères de Grand Lao. Et nous avons choisi le débarcadère de Sassandra parce que c'est le plus grand débarcadère, là où nous retrouvons plus de petits pélagiques. Les résultats du projet seront partagés avec les parties prenantes nationales et sous-régionales. Des propositions et recommandations seront également recueillies. Cette rencontre de partage d'expériences a réuni plusieurs communautés de pêche de la sous-région. Une initiative soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les ressources de petits pélagiques côtiers méritent une attention particulière en raison des importantes activités post-capture à leur contribution sans égale à la sécurité alimentaire des populations. Elles représentent plus de 60% des productions nationales et sont accessibles à la majeure partie des populations, surtout les plus démunis de nos pays respectifs. Le Centre de recherche océanologique a pour mission d'effectuer des recherches nécessaires à la connaissance de l'environnement aquatique en vue de sa préservation. Après qu'elle a démarré le 1er octobre dernier, la campagne Café Cacao 2022-2023 a été officiellement lancée cette semaine dans la Maraoué. Les acteurs de la chaîne des valeurs de cette région s'y sont retrouvés avec le Conseil du Café Cacao, occasion pour l'instance d'exhorter les producteurs et les sociétés coopératives au respect des dispositions de commercialisation intérieure mises en place. On en sait plus avec Eugène Atoubé. Le lancement officiel de la campagne Café Cacao 2022-2023 dans la région de la Maraoué
Un moment d'information et de sensibilisation des producteurs des 4 départements qui composent cette région. Moment surtout pour ces braves paysans, édifiés par le bilan de l'activité 2021-2022 fait par la déléguée régionale du café cacao de Yamoussoukro. L'opportunité de poser leurs préoccupations, attentes et espoirs pour cette campagne 2022-2023. Les sociétés coopératives n'ont pas de financement. Donc il faut forcément les dépôts-ventes. Tant que le camion n'est pas déchargé, le producteur n'a pas son dû. Donc ça crée toute une difficulté aujourd'hui. Nous sommes rentrés dans la transformation. Là encore, il y a un gros problème parce que nous n'avons pas de machines qu'il faut. Or, les gens ont mis le chocolat de la Marawi. C'est un appel. Simplement les matériels pour qu'on puisse travailler. Des échanges francs et ouverts. C'est d'emblée ce que recherchait la directrice régionale de Yamoussoukro du Conseil Café Cacao, en charge de la Marawi. Mia Myriam, nouvellement affectée dans la dite direction régionale, rencontre pour la première fois les producteurs de cette région. Elle leur a parlé avec franchise et respect, demandant que ceux-ci produisent plus avec un accent particulier sur la qualité et qu'ils s'engagent dans la lutte contre la déforestation et le changement climatique dans leur propre intérêt, l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Dans cette optique, les acteurs de la chaîne des valeurs au plan régional ont été invités au respect des dispositions de commercialisation intérieure du café et du cacao. Qui n'hypothèquent pas leur production auprès des acheteurs pas très honnêtes pour qu'ils puissent véritablement tirer profit des efforts que le gouvernement fait pour leur garantir un prix assez rémunérateur. Mais le défi aujourd'hui, c'est d'abord que les paysans puissent s'inscrire dans l'agroforesterie. Nous mettons à leur disposition des plans bien sélectionnés. Nous leur demandons de venir prendre ces arbres, de s'inscrire pour qu'on puisse leur donner gratuitement des plans pour pouvoir reconstituer le couvert forestier. Le préfet de la région de la Marawi, Gombagi Georges, a particulièrement salué le mérite de 2 acteurs de la filière café-cacao. L'un, opéré en Boiflé, lauréat au titre de société coopérative, et l'autre, à Djekano, région du Bélier, lauréat au titre des jeunes producteurs. Ils repartent chacun avec un tricycle et les félicitations du Conseil du café et du cacao et des autorités préfectorales. Les ressortissants du Hambol, en l'occurrence les peuples Djimini et Tagbana vivant dans l'Indénié, viennent d'organiser leur traditionnelle cérémonie de retrouvailles. Cette année, cette cérémonie riche en symboles a été marquée par un hommage au peuple Agni Indénié et son roi Nanamboa Kwasi III pour leur hospitalité légendaire. Reportage Herman Niamia, notre correspondant sur place, nous conduit maintenant à la place de la solidarité d'Abengourou. C'est dans les années 1920 que les premiers ressortissants Tagbana et Djimini ont foulé la terre de l'Indénié. Depuis lors, ils ont su s'intégrer en contractant même des mariages avec des fils et filles du peuple Agni. Mais mieux, depuis leur installation sur cette terre de l'Indénié, ils n'ont jamais été mis en difficulté par leurs hôtes. Pour magnifier cette intégration réussie, la communauté du Hambol vivant à Abengourou a décidé de rendre un hommage mérité au peuple Agni de l'Indénié et à son roi Nanamboa Kwasi III pour leur hospitalité légendaire. Comment ne pas rendre un vibrant hommage à ce peuple épris de paix qui a favorisé l'installation et l'intégration des communautés du Hambol sur ces terres depuis des décennies. Les communautés du Hambol remercient Sa Majesté Nanamboa Kwasi III d'avoir rendu possible le vivre ensemble. Une forte délégation du Hambol conduite par le doyen des cadres, le général Wassena Kone, et la doyenne des cadres, l'ex-ministre Hassana Sangaré, était présente pour exprimer son approbation à cette initiative exemplaire de leurs frères et sœurs vivant dans l'Indénié. Je voudrais, avec la même sincérité que mes frères de la grande région du Hambol, m'associer pleinement à cet hommage qui vous est rendu ainsi qu'à vos sujets. Merci au roi, merci à vous qui êtes venus représenter le roi. Vous lui direz toute notre admiration pour la grande et bonne ambiance qu'il a su créer dans tout son royaume. La démarche de la communauté du Hambol vivant dans l'Indénié
a été salué par les représentants du maire d'Abengourou et du président du conseil régional de l'Indénie-Guablin qui se sont exprimés au nom du roi Nana Bua Kwasi III. En décidant de rendre hommage à cet homme exceptionnel, garant et référent moral du peuple ndénien, vous avez vu juste, car Sa Majesté Nana Bua Kwasi III est un homme de paix, ayant pour souci majeur de rassembler et de consolider le tissu social pour faire de son royaume un royaume fort et dynamique. Cette journée de reconnaissance des ressortissants du Yambo au peuple Agni de l'Indénié a été aussi marquée par une conférence prononcée par le journaliste Eugène Dié Kakou, par ailleurs directeur de la radio Agnia FM, sur le thème « L'intégration des peuples du Yambol dans l'Indénié-Guablé ». Il est donné de constater qu'en dépit du décret portant réglementation des transports particuliers de personnes, certaines personnes s'adonnent à l'exercice illégal de mise en relation des usagers avec des entreprises de transport à travers des plateformes de réservation irrégulièrement constituées. L'administration des transports rappelle qu'à ce jour, seules les sociétés Yango, Uber et Hitch ont obtenu un agrément pour l'exercice de l'activité concernée. L'administration des transports rappelle également que l'exercice illégal de l'activité de mise en relation est puni par la réglementation en vigueur. Elle invite par conséquent les personnes désireuses d'exécuter cette activité à se conformer aux dispositions du décret numéro 2021-860 du 15 décembre 2021, fait à Abidjan le 1er décembre 2022, signé des mains de Dioman Kone, magistrat hors hiérarchie, directeur de cabinet au ministère des Transports. L'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, aura bientôt sa piscine olympique. Cela dans le cadre du vaste programme d'aisance aquatique lancé par le gouvernement en octobre dernier. Hier, c'est le ministre des Sports qui en a posé la première pierre à Marcory. Reportage Arsène Kwasi, commenté par Jean-Sylvain Risso. Le ministre des Sports, Paulin Claude Danhaut, a procédé à la pose de la première pierre de la piscine olympique de l'INJS, après celle de la commune d'Abobo, dont les travaux ont été lancés par le Premier ministre Patrick Achi. Bâti sur une superficie de 4632 mètres carrés, la réalisation de ce bassin nautique multifonctionnel vient combler un vide dans la formation des formateurs de l'INJS. Et les travaux de construction vont durer 2 ans. Je voudrais me réjouir qu'après 61 ans, l'INJS a enfin sa piscine olympique. Parce que la piscine va servir à la rééducation pour les maladies cardiovasculaires et pour les AVC. Nous sommes heureux de donner à cet institut un instrument puissant de détection et de formation à la natation et au sauvetage. De son côté, le directeur général de l'INJS salue la construction de cette infrastructure sportive dans son établissement, chose qui concrétise la matérialisation d'un rêve vieux de 61 ans. Cette cérémonie nous tient à cœur parce que depuis sa création en 1961, il manquait au dispositif de formation de l'INJS un outil didactique fondamental pour l'enseignement. C'est donc un rêve qui se réalise avec la pose de la première pierre de la piscine olympique. Ce programme d'aisance aquatique prend en compte également la réhabilitation de la piscine de Boaké, celle de Bingerville, ainsi que la construction des piscines d'Atekoubé, Yopougon et Koumassi. La construction de ces piscines s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de sport à travers le projet de réhabilitation et de construction des infrastructures sportives de Côte d'Ivoire. Un reportage signé donc Arsène Kwasi et Barnabé Conan. Voilà qui nous emmène au chapitre santé de ce journal. Premier point, la lutte contre le coronavirus. En Côte d'Ivoire, le coronavirus a fait depuis mars 2020 87 887 cas confirmés de Covid et 830 décès. Si, en 3 ans, le coronavirus a tué 6,64 millions de personnes à travers le monde, le virus du sida, découvert en mai 1983, a lui fait plus de
40 millions de morts. Aujourd'hui encore, le sida reste une urgence de santé internationale. Chaque 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida rappelle la responsabilité de tous parce que le virus tue toujours. En Côte d'Ivoire, la prévention reste le maître mot. Pendant plusieurs décennies, le VIH-Sida a été au centre des préoccupations sanitaires. La pandémie, perçue comme une véritable source de mortalité, a fait des milliers de victimes. Le taux de prévalence grandissant imposait une forte campagne de sensibilisation en Côte d'Ivoire. Plus de 30 ans après l'apparition des premiers cas en Côte d'Ivoire, la tendance s'est progressivement inversée. Les chiffres alarmants font désormais place à l'espoir. Au cours de ces 10 dernières années, nous avons observé non seulement une diminution de la prévalence de la maladie dans la population générale, nous sommes passés de 4,7% de prévalence en 2010 à 1,9% à fin 2021. On peut dire que nous avons donc inversé la trajectoire de l'épidémie du sida en Côte d'Ivoire, même si la maladie n'a pas totalement disparu, elle est encore là, mais nous sommes sur la bonne voie et il nous reste quelques efforts communs à faire pour arriver à l'élimination du sida. Et l'objectif fixé, c'est fin 2030, nous devons arriver à éliminer le sida dans notre pays. Malgré les nombreuses victoires acquises, le combat contre le VIH-Sida reste un défi permanent. Le taux d'information a un peu diminué. Comme on ne parle plus assez de ça, pour nous, il n'y a plus de sida alors que ça existe vraiment. Je fais un appel aux différentes associations pour plus de sensibilisation sur ce fléau, cette grande maladie-là. Le 1er décembre, journée mondiale de la lutte contre le sida, est un appel à la vigilance. C'est dans nos jargons ivoiriens, on a l'habitude de dire que je ne veux pas manger la banane avec la peau, ni le bonbon avec tic. Ça, il faut le dire que c'est très dangereux. Pour une personne qui a le sida, si tu veux faire le rapport avec quelqu'un, tu ne sais pas le X ou même le Y a le sida. Donc, je préférais qu'on se protège. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle est prévue dans les semaines à venir. Wilfried Dokwa, Serge Koléa et Barnabé Konon. L'actualité internationale à présent. On part au Burkina Faso où le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé qu'une tentative de coup d'État a visé son pouvoir la semaine dernière. Il a rencontré plusieurs organisations de la société civile hier jeudi à Ouagadougou pour faire le point sur les actions à venir dans le cadre de la lutte antiterroriste et solliciter leur soutien dans la veille citoyenne. Il voudrait ainsi mettre fin à toute tentative de déstabilisation de la transition. Lundi dernier, ce sont des centaines de personnes qui avaient manifesté dans la capitale pour dénoncer une tentative de déstabilisation du régime en place. Elles s'étaient réunies à la place de la Nation pour apporter leur soutien au président de la transition. Au Sénégal, ce sont de très nombreuses réactions d'indignation que l'on observe après des violences contre une députée jeudi dernier, donc hier, à l'Assemblée nationale. Amine Diaye de la majorité a été giflé par un élu de l'opposition. La séance consacrée au budget du ministre de la Justice a été suspendue. La tension a été montée ces derniers jours dans l'hémicycle où majorité et opposition sont désormais au coude à coude. Dimanche, une altercation avait déjà agité l'Assemblée après des propos d'Amine Diaye contre le chef religieux Serigne Moustapha Sy, membre de l'opposition. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre confiance. Je reviens demain à 13h. C'est sur la chaîne Kiras.